Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Manga Therapy Talk, parce que parler manga, ça fait du bien. Et aujourd'hui au programme, quelques petites choses intéressantes. On va parler de nouveautés manga, enfin des sorties là qu'on a lues récemment, qui sont pas mal du tout. On va parler d'un animé qu'on a aussi regardé, Sakamoto Days, et puis des autres animés aussi, pourquoi on continue ou pas à les regarder d'ailleurs. Et enfin, une petite partie divers, on va vous parler de différentes lectures de d'habitude. De choses variées. De choses diverses et variées. Le tout venant. Est-ce qu'on peut dire aussi pêle-mêle? Ah, c'est plus joli. Oh la vache. Allez, c'est parti. Alors pour cette première partie, les nouveautés manga, c'est 100% français. Ouais, que du manga français au programme aujourd'hui. Voilà. Et la première, le tome 2 de Red Flower, qui s'est fait attendre une petite année et demie, tranquille. Et il est là. Et ça valait la peine d'attendre. Ouais, et on l'a lu tous les deux, et honnêtement... J'ai bien aimé. Hein. Ouais, c'était bien. Juste pour recadrer quand même pour ceux qui n'ont jamais lu Red Flower, parce que Red Flower, donc on est dans une sorte de tribu dans la forêt. Dans une tribu, hein. On ne sait pas trop où exactement au point de vue géographique, mais ça a l'air quand même d'être un climat assez sympa. Hein. Ça a l'air d'être plutôt quand même sur le continent africain. Oui, et donc on a une tribu avec des codes traditionnels, des rites. On suit le jeune Kelly qui désire devenir un adulte, et d'ailleurs il y a un rite de passage. Ça se passe pas exactement comme prévu. Il faut savoir que c'est le fils du chef du village et que son grand frère, c'est une personnalité reconnue, admirée au sein du village, donc il veut devenir comme son grand frère bien sûr, sauf que lui il est un peu plus gaffeur, et à la fin il tombe sur une personne externe au village, et évidemment là tout un tas de questions se posent. L'intérêt du tome, ça va être comment faire pour retrouver les proches à cette personne. C'est ça, de comprendre aussi comment vont s'articuler les relations entre cette personne et le village, voir les a priori, les appréhensions, et c'est très bien fait, j'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était très dynamique. Je me suis pas ennuyée du tout à la lecture de ce tome 2, alors que pendant le tome 1, il y a des fois où je trouvais que c'était un petit peu long, certaines descriptions qui, ça mettait dans le contexte, donc c'était un peu normal, mais vraiment le tome 2, il est passé comme à rien, donc ça j'ai trouvé que c'était très bien, très dynamique. J'ai bien aimé aussi les petits passages, parce que de temps en temps, t'avais une page qui expliquait les traditions, les différents rites, ou même peuple, un aspect de la culture de la tribu. Je trouvais ça vraiment très bien. Et le dynamisme en fait m'a beaucoup plu dans ce manga. Il y a quand même un dessin qui, moi je trouve très très beau. Hein. Ouais, il est vraiment bien détaillé. Il met en relief vraiment tous les personnages et les décors, etc. Tout est vraiment beau. On arrive très vite à repérer qui est qui en tout cas dans le manga. Et donc ça c'est très bon bien. Rien que pour ça on voit que ça a dû mettre du temps rien qu'à dessiner. Ouais. Ensuite j'ai trouvé très intéressant ce tome aussi sur l'aspect des différents points qu'il aborde. Parce qu'il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de sujets, mine de rien, il est plus profond qu'il en a l'air, c'est pas juste l'histoire d'un garçon et d'une tribu. Non, c'est tout ce qui est à côté qui est très important. Alors on va y apporter l'introspection déjà, qui je suis, qu'est-ce que je fais là, où je vais, qu'est-ce que je vais devoir faire, comment je vais faire pour y aller. Il y a aussi qui sont les autres, pourquoi ils sont là. Toujours ces mêmes réflexions. Il y a une réflexion aussi sur, pour l'instant, une introduction, j'ai l'impression, au racisme, quand même, qu'on n'avait pas dans le tome 1, qui était un peu plus léger, le tome 1, j'ai trouvé. Alors, plus que le racisme, je dirais presque la xénophobie. La xénophobie, la tolérance. Ouais, et quand on est confronté à une population qui n'a pas du tout les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes rituels, les mêmes croyances, comment faire, comment cohabiter, on a peur forcément, évidemment on pense à sa propre survie, on trouve les comportements des autres intolérables, et c'est vrai que ça nous place, si vous voulez, je trouve dans une autre perspective, du point de vue des personnes qui se voient, j'allais dire colonisées, et qui pointent du doigt des choses absurdes qu'ils sont en train d'observer eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on se dit, c'est vrai que vu de ce point de vue-là, il n'a pas tout à fait tort quand même. Ouais, mais tu vois, la fin, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très particulier, c'est qu'on a l'impression que les gentils sont plus spécialement les gentils. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a comme un switch.
Ah, j'ai pas eu ce mouvement. Avec moi, ça m'a vraiment fait penser, alors, au dessin animé Pocahontas de Disney. Vous savez, où la tribu, franchement, où la tribu se divise un peu en deux, entre ceux qui sont pro-tolérants et essayer de comprendre l'autre, et les autres qui veulent foncer dans le tas. Terminé, voilà. Ça m'a fait un peu penser à ça. Moi, j'ai ressenti aussi quand j'ai lu. Un côté un peu Pocahontas, mais très sympa. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas. Le sort de méchant du peuple opposé, ça m'a fait penser, tu sais, le méchant de Sonic, là. Non, moi, tu sais, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'enlever de la tête que c'est Gargamel, quoi. Tu sais, dans les Schtroumpfs. Ah non, tu parles du sorcier? Ouais. Ah non, moi je parle de Otto. Ah, Otto, ouais, d'accord, ok. Oui, il y a quelque chose. Knuckles. Il s'appelle comme ça, je sais plus comment il s'appelle, je mettrai une image à l'écran, là. Tu sais, celui celui qui est dans le vaisseau, ah oui, c'est vrai. C'est bon, ça. Enfin bref, voilà pour le tome 2 de Red Flower, donc qu'on valide complètement, que j'ai d'ailleurs préféré au premier, je le répète, parce qu'il est beaucoup plus vif, plus dynamique, et puis on voit vraiment les antagonismes se créer, on voit les enjeux véritablement qui sont posés, et j'ai bien aimé. Moi je trouve qu'il y a des switches qui vont arriver, et je pense que le tome 3 va être terrible. Ouais, bon, on a hâte de voir, n'est-ce pas? On fait un peu patience, j'ai l'impression. N'est-ce pas, Just Louis? Donc voilà, on recommande. Ouais, super. Ah tiens, faudra qu'on essaie de se le faire dédicacer celui-là aussi. Ah oui, où ça? Je pourrais sûrement faire une tournée mondiale. Qui viennent à Metz. J'avais fait le premier. Hein. Alors, pour le deuxième manga français. Alors, faut que tu me faut que tu convainques. Alors, deuxième manga français qui est une sortie très récente, puisque ça fait 2-3 jours qu'il est sorti. On va parler de Sin Zero, du label 619. Et en plus, j'ai eu la chance de trouver la jaquette exclusive du canal de la BD, même si, faut reconnaître, mais la jaquette classique du tome, je la trouve presque plus jolie. Avec les effets comme ça de brillance. Je préfère aussi quand ça brille. Il y a des effets de brillance dans le titre. Je sais pas, je préfère la composition de la jaquette classique, mais j'ai quand même mis la jaquette exclusive pour protéger la classique. Ouais. Alors, Sin Zero, qu'est-ce que c'est? C'est donc, comme je l'ai dit, un manga du label 619, dessiné par Bablé et Changelin. Écrit, donc en plus un duo d'artistes pas inconnus, même plutôt connus dans leur milieu, et on part sur le mythe du Super Sentai, mais vraiment revisité à une sauce moderne, mais moderne. Alors attends, parce que hier soir j'ai regardé Hommage à Dorothée, alors j'ai Bioman dans la tête là. Il y a Bernard Minet, il nous a fait un medley. Tu vois, regarde. Ah oui, voilà. Il y a ce côté Bioman, avec les mêmes couleurs, etc., de super-héros de différentes couleurs. Alors, l'histoire, simple, efficace. On a des jeunes adultes qui, pour financer leurs études, font des missions de Sentai. Alors, les missions de Sentai, alors ils ont le costume, chacun a une costume et tout. Les missions de Sentai, ça va de tout, de la protection de personnes jusqu'à surveiller les rayons d'un supermarché. Donc en fait, les Sentai, ils sont plutôt appréciés, mais c'est plutôt un job un peu... voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Tu vois, c'est pas un job de la gloire, quoi. Tu vois, il y a quelques Sentai qui sont ultra connus, mais là, ils font plutôt des missions un peu nazes, quoi. Et en fait, on va suivre un groupe de 5 adolescents qui sont tous Sentai et qui vont décider de faire une colloque, justement, pour pouvoir partager des missions, etc. Sauf que ce premier tome, moi j'ai bien aimé parce que on est plus sur du slice of life. En fait, ça va être la vie de ces 5 adolescents. On va y suivre quelques phases d'action, quelques missions Sentai qui sont pas non plus des trucs de fou, mais voir l'histoire de ces 5 personnages, j'ai trouvé ça super. C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'ils ont tous une histoire qui est bien propre à eux, qui leur est bien propre. Ils ont tous des motivations qui sont différentes pour faire le métier de Sentai et ils ont tous aussi un objectif différent. Pourquoi est-ce qu'ils sont Sentai? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Alors on a le mec qui est vraiment fan des Sentai, tu vois, qui lui fait ça par pure passion, par pure envie, qui est vraiment particulier, c'est le Sentai rouge d'ailleurs, qui adore ce qu'il fait et qui voit dans le fait d'être Sentai vraiment une certaine noblesse, tu vois, et t'en as l'autre qui fait ça pour un job étudiant, quoi, tu vois. Ils font ça plutôt qu'autre chose, tu vois. Alors ils choisissent toujours des missions un peu pourries parce qu'il y a une espèce d'application, tu sais, de Sentai où tu peux choisir la mission que tu fais et tu seras payé en fonction de ta mission, en gros, quoi. D'accord. Voilà. Et vraiment, ce tome 1, il pose les bases de cet univers-là. On apprend plus sur chacun de nos personnages et c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça génial. Il y a un dessin qui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup parce que
il y a des touches de couleurs, que ça soit dans le dessin où on les reconnaît grâce à leur combinaison de couleurs, il y a des touches de couleurs même dans les textes. Il y a certaines bulles où en fait la bulle va être de la couleur du sentai qui parle, tu vois. Je trouve ça hyper original. Ça donne une petite touche comme ça au manga, une petite touche personnelle au manga, tu vois, qu'on voit pas partout. Le tout dans une très belle édition. Je rappelle le boulot du label 619, je trouve impeccable sur les éditions comme ça reliées format un peu perfect quoi. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2. Honnêtement, j'ai kiffé. Ce sera aussi en 3... Ouais, c'est en 3 tomes, ouais. C'est en 3 tomes. Ça vaut vraiment le coup d'être découvert. Un manga français, je trouve, qui se place à un niveau. Là, on a vraiment un niveau dans le manga français qui est impressionnant. J'aime bien le résumé qui a écrit derrière, une chronique de jeunes losers dans un monde de héros ubérisés. C'est très moderne comme concept. Ouais, c'est ça. C'est très très moderne. Vraiment... Je trouve que ça donne aussi un frais au mythe du Sentai. Je pense même que ça peut relancer une espèce de petite hype autour du mythe du Sentai. C'est vrai que c'était un peu ringard au bout d'un moment, hein, donc pourquoi pas. Mais tu vois, le dessin est quand même beau. Hein. Ouais, le dessin m'a l'air pas mal du tout, en tout cas. Donc je vais me... Mais il y a un côté, je trouve, un peu occidental quand même dans le trait du personnage, dans le trait. Mais le découpage, tout fait vraiment très manga derrière. Ok, on va voir ça. Bon, mis à part le fait que tu lises ça dans le sens de lecture occidentale. Voilà. Ok, je vais dire ça. Donc vraiment, lisez Shin Zero, faites-vous plaisir, c'est un délice, c'est un régal quoi. Alors par contre, petite précision, pour tous les fans de manga, souvent Shin Zero est rangé dans le rayon BD ou le rayon comics de vos librairies. Donc allez y faire un tour aussi, ça vous permettra de le trouver. Et il est pas tout le temps rangé avec les mangas quoi. Moi je sais que j'ai dû aller le chercher chez Momi donc à Metz et je l'ai récupéré chez Momi BD. D'accord. Et c'est tout public ça? Ouais, honnêtement, ouais. Alors je ne mettrai pas ça entre les mains d'un gosse de 7 ans, mais disons, à partir de 10 ans, adolescent comme ça. Ok, ça marche. Après il y a quand même il y a 2-3 trucs, il y a une petite scène d'amour quoi. Ado, voilà, ouais, ado. Ado, ok, ça marche. Donc voilà pour les mangas, et l'objectif c'était de lire plus de mangas français. On est pas mal, pas mal. D'ailleurs tu l'avais dit dans la vidéo de ta bibliothèque là qu'il fallait que tu découvres un peu de mangas français. Exactement, tu vois ça, tu vois. Alors on poursuit avec la deuxième partie qui est celle des animés, ou plutôt de l'animé. De l'animé, ouais. Alors déjà, avant de parler de l'animé Sakamoto Days, parce qu'on a regardé les premiers épisodes, toi t'as même regardé le deuxième il me semble, c'est vrai qu'on avait commencé de regarder Dan Dan Dan, Dragon Ball Daima, Ranma 1/2, et franchement on n'a regardé aucun autre épisode depuis la dernière fois. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal, nous, à regarder des animés ou en tout cas rester accroché à une série. Alors j'ai essayé un peu de réfléchir pourquoi. Je me suis dit peut-être que comme on connaît déjà l'histoire, forcément il n'y a pas la surprise, tu vois, quand on découvre l'animé. J'ai vu plein d'animés que j'ai regardé jusqu'au bout. J'ai regardé Hunter x Hunter, j'ai regardé One Punch Man, j'ai regardé Naruto, mais à chaque fois je n'avais jamais lu le manga avant. Donc je me suis dit peut-être que j'étais prise un peu par l'histoire et que je voulais savoir la suite. C'est vrai que là, Dan Dan Dan, je suis à jour. Pareil, Dragon Ball Daima, je suis pas à jour, mais je vous avoue que j'étais un petit peu refroidie par les premiers épisodes. À chier, Daima. Donc du coup c'est vrai que j'ai pas trop envie de regarder la suite. Non, ça me fait pas du tout. Moi j'ai regardé l'épisode 2 et l'épisode 3 de Dragon Ball Daima. Mais je suis pas allé au-delà, j'ai trouvé ça trop nul. Ranma 1/2 j'aime beaucoup, mais bon, la blague une fois, 2 fois, ça suffit. Hein, surtout que j'ai tout lu, donc je sais de quoi ça retourne. Ouais, moi pour Dan 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 par exemple, c'est un animé que je trouve très bien au final. Mais ouais, comme j'ai vu le manga, j'ai pas spécialement envie de regarder l'animé, sachant que ce que je voulais voir dans l'animé, c'est justement l'animation, comment elle était faite, comment est-ce qu'ils allaient mettre ce manga-là en scène, tu vois, en animé vraiment. J'ai vu dans les 3-4 premiers épisodes, là, je me suis dit ok. C'est bon. C'est bien, l'animé est cool, mais voilà, nous c'est pas. Faut vraiment que ça nous accroche. Voilà, tu vois, si j'ai 20 minutes à tuer, si j'ai 20 minutes de temps libre devant moi, je préfère lire. Oui, et puis comme on n'a pas non plus 50 fois 20 minutes dans la journée, je vous avoue que notre temps est plus devant la lecture. Moi je préférerais toujours lire à regarder un animé. Mais c'est vrai qu'on aime bien quand même se tenir au courant. Vous nous avez dit de regarder Solo Leveling, par exemple, je regarderai quand même aussi un épisode pour voir un peu comment c'est animé. Sakamoto Days aussi, par curiosité. Alors justement, Sakamoto Days. Sakamoto Days, c'est issu du manga qui nous raconte quoi? C'est l'histoire de Taro Sakamoto, qui est un super tueur à gages, vraiment l'élite,
qui a décidé de se retirer un jour parce qu'il a rencontré l'amour, et donc il a dit bah maintenant j'arrête tout, je me marie, j'ai une petite fille et je vais m'occuper de gérer une supérette. Et donc il a décidé de se retirer du métier. Il a d'ailleurs passé un pacte avec sa femme, hein, faut pas oublier, dans le manga. C'est où il se range et il mène la vie de bon père de famille, ou sa femme divorce. Voilà. Et comme il n'a pas trop envie de divorcer, puisque nous sommes indispensables. Oui. Donc du coup, effectivement, il veut se tenir à carreau. Mais évidemment... Chasser le naturel. Il revient au galop, et surtout les anciens ennemis qui ne l'entendent pas de cette oreille, et son ancienne organisation non plus d'ailleurs, ce qui dit on quitte pas le milieu comme ça, donc tu vas mourir. Mais Taro Sakamoto, c'est quand même le plus fort, et donc vous avez beaucoup d'actions, bien sûr, dans Sakamoto Days, et dans l'anime aussi. Alors concernant l'opening... Eh ben, il m'a pas marqué plus que ça. Bon, moi, je trouve que c'est vraiment... En fait, ça manque de punch pour une série comme celle-là. Alors, de mon point de vue. Hein. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à un truc qui soit vraiment hyper dynamique, hyper punchy. Tu sais, dans l'opening, déjà. Parce que l'opening, c'est un peu... pour un animé, c'est un peu la carte de visite, quand même. Tu vois, je veux dire, t'as moult animés avec un opening qui est bien caractérisé. Et rien qu'à entendre les 3 premières notes, même si tu regardes pas d'animé, comme nous... Rien qu'à entendre 3 premières notes de la chanson, on sait de quel opening il s'agit. Sakamoto Days. Je m'en souviens plus, j'ai regardé ce matin. Qu'est-ce que c'est que cet opening, quoi? Ouais, non, j'ai vraiment pas du tout été fan de l'opening. Après, les premières minutes ont démarré de l'anime, et je me suis dit, oh ouais, ils envoient tout de suite du lourd, c'est très très dynamique. Il y a une grosse baston au début où justement on voit Sakamoto pendant qu'il est encore tueur à gages. On se dit, voilà, ouais, on comprend, voilà, ça pose les bases, on comprend que c'est lui le boss, exactement. Et après, je me dis, ouais, ils ont tout mis au début. Non, en fait, le problème dans cet épisode 1, pour moi, c'est qu'il est peut-être trop fidèle au manga. C'est-à-dire que dans les premiers tomes du manga, quand même, Sakamoto Days, on pose les bases de l'univers, mais ça bouge pas ça envoie pas du gros steak, quoi. Ça envoie pas ce que ça envoie là, maintenant, dans les tomes qui sortent, là, le 15 et le 16. Au début, c'est gentil. Franchement, c'est gentil. Et là, ça suit peut-être un poil trop. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être voulu voir un peu plus de Taro Sakamoto dans ses grandes heures, tu sais, au top de sa forme. Ouais, voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça très fidèle. Déjà. Ouais, oui, c'est fidèle. Mais après, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Comme ça, ceux qui connaissent pas l'œuvre, effectivement, ils peuvent voir un peu ce qu'avait imaginé l'auteur. Donc, c'est pas plus... Alors, le premier épisode, vous voyez le premier acolyte qui va faire son apparition et qui va devenir un ami et un fidèle de Sakamoto. D'ailleurs, au final, l'épisode 1, il est presque plus centré sur cet acolyte-là que sur lui, que sur Sakamoto. Hein. Exactement. Mais par contre, on pose bien la base de ce qu'est Taro Sakamoto, c'est-à-dire devenu un gros bonhomme qui paye pas de mine, mais qui en vrai reste quand même toujours très L'assassin légendaire, l'assassin légendaire, quoi. Il a rien perdu de sa superbe lorsqu'il faut passer à l'action. Qui imagine des scènes qui sont terribles là pour celui qui devrait les vivre. Et avec un stylo, il est capable de vous bousiller tout un tas de monde. Alors par contre, justement, comme il parle pas, alors ça c'est aussi la petite subtilité, la petite étrangeté de l'animé. Comme Taro Sakamoto ne parle pas, mais il ne pense, et on ne voit que ses pensées, justement grâce à ce nouvel acolyte qui est télépathe. Et ils lui ont fait une voix. Ouais. Oh la vache. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette voix là? Pourquoi ils lui ont fait ça? Qu'est-ce qu'ils ont sorti comme voix? Une espèce de voix grave comme ça, mais vraiment d'antagoniste, mais de série B. Enfin, c'est. Ouais, Bonsoir. Vraiment une espèce de voix naze comme ça. Enfin, c'est terrible. T'as pas à lui dire. Ouais. C'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre. Moi, je n'imaginais pas du tout avoir ce genre de voix là, quoi. C'était assez étonnant. Voilà, donc ça. Et surtout, ça, je vois pas pourquoi. En fait, pourquoi est-ce qu'ils ont fait une voix comme ça? Je comprends pas non plus. C'était bizarre. Bon. Ok. Sinon, l'ambiance reste fidèle. Après, voilà, c'était sympa. Je veux dire, mais. En fait, moi j'ai bien aimé le tome 1 justement parce qu'il est fidèle à l'animé. Et ensuite vient le tour du tome 2. Ou le tome 2. Quel tome 2? Le tome de l'épisode 2, excuse-moi. Vient le tour de l'épisode 2 où on va rentrer un peu plus dans le cœur du J'ai pas vu sujet. l'épisode 2. Non, donc là, on va rentrer dans de la bagarre pure et dure. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que la bagarre dans le manga, elle est terriblement bien chorégraphiée. Je trouve ça très beau. Les scènes de baston dans Sakamoto Days, c'est très beau. Que ça soit la bagarre en elle-même, donc les mecs qui se battent, mais les décors qu'il y a autour, il y a une patte. Je trouve que ce manga-là, il a une patte pour ça. Pour animer les bagarres dans le manga, tu vois. Et je me suis dit, oh, ça en animé,
va falloir se lever tôt parce que ça va pas être facile. Pour avoir cette ambiance-là, cette sensation à la fois de vitesse, mais aussi de fluidité qu'il y a dans le manga. Parce que c'est impressionnant ça. Quand tu lis le manga, que ça soit aussi fluide dans la bagarre. Je me suis dit, les mecs à l'animation derrière, il faut pas qu'ils se ratent, quoi. Et ben là, pour moi, c'est le premier point noir de l'animé. C'est-à-dire que les bagarres, elles vont à 2 à l'heure. Waouh! Mais je me suis dit, mais là, ils sont pas en train de se battre, là. Oui. Tu vois? Mais ils se battent pas. Enfin, j'ai trouvé ça très très lent. Enfin, je sais pas si... tu me diras. Quand tu liras le tome 2, et dites-moi en commentaire. L'épisode 2. Et dites-moi, vous, si vous avez vu l'épisode 2 de Sakamoto Days, si vous avez eu cette sensation-là également. Mais j'ai trouvé ça, super lent, j'ai été déçu, quoi. Ouais, du coup, j'ai commencé à regarder justement où il y a la nana qui leur tombe dessus, mais après j'ai dû m'occuper de notre fille. Donc du coup, j'ai arrêté. Mais je regarderai tout à l'heure. Mais c'est vrai que, que je le regarde ou que je regarde pas. Moi, je vais quand même regarder. Je crois qu'il y a il y a le 3 qui sort aujourd'hui, ouais. Je vais quand même le regarder parce que j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Si ça évolue aussi bien et aussi vite que le manga, en fait. Ça serait trop cool à voir ça. Bon. On va voir. On va essayer de suivre. C'est ce qu'on a dit pour Dandadan et tout. Mais on va essayer de suivre quand même. Non, moi je vais suivre. Sakamoto, c'est allez, une fois dans la semaine, 20 minutes, je devrais pouvoir réussir. Allez, voilà, challenge, le défi. Et si vous avez d'autres animés à nous conseiller, allez-y. Ouais, n'hésitez pas. On regardera peut-être pas tout non plus, mais voilà, on essaiera de faire un effort là, sur... One Piece. Je vais arrêter à l'épisode 106. One Piece, Naruto et Dragon Ball, on se refait tout. Naruto, j'ai tout vu. Hein. Ah ouais, moi j'ai pas pu. Voilà. Mais je dis une bêtise, j'ai vu que la partie Naruto, pas Naruto Shippuden. Ah ok. Ah je peux pas. J'ai vu tout Hunter x Hunter par contre, j'étais happé. Bref, on verra. On verra. Et maintenant on va passer à la 3e partie, pêle-mêle. J'aime bien. J'aime bien pêle-mêle. Ouais, je valide. Pêle-mêle. Alors rapidement, hier soir, je vous ai dit, j'ai regardé Merci Dorothée. Oh, j'ai presque eu la petite larme quand je l'ai vue, la Dorothée. Alors que moi, j'ai trouvé ça nul à chier. Ouais. Bon, après, j'espérais. Je sais pas trop ce que j'espérais en regardant cette émission. Ce qui m'a fait rire, par contre, c'est quand ils ont dit, ouais, et puis on va vous parler de l'influence qu'a eu Dorothée dans la culture pour les jeunes enfants parce que maintenant ils adorent les mangas. Alors c'est des animés, mais peu importe. Bref, ça m'a attiré. En fait, je crois que j'attendais juste de revoir des images de Sangoku, de Nicky Larson. Et par contre, j'étais étonnée parce qu'ils ont fait un petit medley, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec toutes les musiques, de Dragon Ball et tout. Et Nicky Larson, bien sûr. Et ils ont pas fait Sailor Moon. J'ai pas vu une image de Sailor Moon. Pourquoi? Bon, après, j'ai pas regardé jusqu'à la fin, minuit et demi, j'ai dit, bon, j'en ai marre. Ça va la nostalgie, mais à partir d'une certaine heure, mon âge fait que j'ai envie d'aller dormir. Mais ouais, non. Alors après, j'ai trouvé que c'était sympa de revoir un peu ces images. Je les avais pas toutes en tête non plus, parce que j'ai pas vu non plus tous les épisodes du Club Dorothée non plus. Mais j'ai trouvé que cette émission, c'était sympa, un peu condescendant. C'était cul la praline. Hein. Mais moi j'ai bien aimé. Oh merci Dorothée. Merci pour tout ce que... Oh ça va. Oh ouais, moi j'aime bien. C'est bon, c'était sympa, mais... Mais toi t'as pas de cœur. Oh là là. T'as pas de cœur. Ils étaient tous là en train de se... Oh non. Mais tu voulais qu'ils fassent quoi? Non mais un peu de décence, tenez-vous quoi. Tous le froc baissé là. Oh, au bout d'un moment ça va quoi. Bon, on va fermer la parenthèse. Merci. Ah non, ça m'a énervé. Qui était très sympa. Ouais, c'était nul. Bon, sinon, t'as un autre pêle-mêle, toi, au lieu de n'importe quoi. Bon, allez, continue. Alors, pêle-mêle, justement. En parlant de Dorothée. Tsukasa Ojo. J'ai lu Forever, Tsukasa Ojo, portrait du père de City Hunter par Pierre William Fregolese. Donc, pourquoi j'ai lu ça? Parce que je sais pas ce que je cherchais sur internet et je suis tombée sur ce livre en solde. J'ai dit bon, vas-y, allez, pourquoi pas. Et donc, est-ce que c'est lui qui a aussi écrit un livre sur Jojo? Je sais pas. Alors en fait, ça nous parle bien entendu de Tsukasa Ojo, sa vie, son œuvre, en 11 chapitres.
Et on voit un peu la progression de l'auteur, comment il est arrivé à son œuvre ultime selon l'auteur du livre City Hunter, qu'est-ce qui en a découlé après, etc. Et d'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à chaque chapitre, il nous proposait une petite musique, voilà, qui allait avec l'ambiance, c'était sympa. Le problème, c'est que maintenant, sa liste sur YouTube, elle est à moitié censurée, donc j'ai pas pu écouter la moitié des titres, mais c'est pas très très grave. Et j'ai bien aimé ce livre. Franchement, je l'ai pas lâché. Je trouvais que c'est, enfin, en tout cas, ça nous parlait bien de toute l'évolution, de toutes les thématiques de l'auteur, pourquoi il avait fait Cat Size, comment il arrive à City Hunter, qu'est-ce qui s'est passé après, etc. Le seul petit point négatif, je trouvais que ça m'avait l'air un peu d'être une compilation. Alors une compilation très bien organisée, très bien structurée, et ma foi, ça m'avait l'air juste tout ce qu'il me racontait. Mais je regrettais qu'il n'y ait pas une vraie interview de l'auteur, par exemple, ou quelque chose d'un peu inédit. Voilà, c'était plus une compile d'infos que tu peux trouver sur Wikipédia, sur Internet. Voilà, alors sans vouloir dénigrer l'auteur. Après, si c'est pas vrai, pardon. Hein. Mais c'est ce que j'ai eu l'impression, en tout cas. Mais ça n'enlève rien à la qualité, bien sûr, de ce qu'on nous a proposé, parce que j'ai appris plein de trucs, et des fois des trucs annexes, parce que évidemment, vu que c'est un auteur français, bah, lui aussi, Club Dorothée, il en parle, il parle aussi de l'influence justement du show sur l'œuvre de City Hunter, qui est devenue Nicky Larson, une sorte de petit dérivé plus enfantin et plus rigolo. Bref, j'ai bien aimé les petites anecdotes, les petites choses que je savais pas. On nous révèle aussi la fin imaginée par l'auteur de City Hunter, qui n'est pas la fin que l'on trouve dans le manga, donc j'ai trouvé ça sympa. Mais voilà, donc c'était une bonne lecture pour ceux qui s'intéressent bien entendu à l'œuvre. Ça vous économise en fait de tout chercher sur internet. Voilà. Et puis c'est plutôt bien sourcé. Mais ouais, je regrette que il soit pas allé au Japon. Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il soit été au Japon, parce qu'il nous décrit l'enfance de Tsukasa Ojo dans son village natal ou dans sa province natale. Mais on sent qu'il l'a pas vu de ses yeux, quoi. On sent qu'il nous dit un truc qu'il a entendu. Voilà, je trouve que c'est un tout petit peu regrettable. Mais tout le reste, ouais, c'était pas mal. En tout cas, je l'ai pas lâché. Hein. Donc c'est un bon complément pour ceux qui s'intéressent à l'auteur. J'aime bien la cover. Ouais, et il y avait une édition un peu spéciale, tu vois, avec une sorte de carton autour, et ça faisait comme, tu sais, comme dans les James Bond, là, où tu vois le gun et le au milieu, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Non, bref, moi j'ai préféré payer moins cher. Hein. Bon. Voilà, en tout cas, j'ai bien aimé. Je suis tombée sous le charme de ce titre-là. Et d'ailleurs, je vais l'utiliser pour une prochaine vidéo. Je n'en dis pas plus. Spoiler. Et donc, autre lecture que j'ai fait. Pareil, toujours en rapport avec le Japon, je vous en avais parlé, c'est L'impossible retour d'Amélie Nothomb. Là aussi, hein, j'ai pas lâché ce titre, j'ai lu du début à la fin. Bon, après ça se lit assez vite, c'est vrai, où elle nous parle d'un voyage qu'elle fait au Japon avec une amie qui a gagné un voyage là-bas, et elle sert de guide, et puis elle dit à quel point c'est difficile en fait de retrouver le Japon qu'elle a connu enfant, et ça m'a fait un peu penser à hier soir au Club Dorothée, parce que quand tu revois les images, mais t'as pas les mêmes sensations que quand t'étais enfant. C'est pas possible, c'est impossible de retourner. Impossible. Et en gros, c'est vrai que on a tous eu ce sentiment-là, et j'ai bien aimé comment elle a décrit la chose en fait dans ce bouquin. En plus, elle nous parle un petit peu du Japon, et c'est toujours agréable. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce livre-là d'ailleurs, voilà, qui m'a été recommandé par la chaîne Je peux pas, j'ai Littéculture, donc merci beaucoup de t'avoir recommandé ça, j'ai beaucoup aimé. Et merci à mon frère de m'avoir offert pour Noël d'ailleurs. Hein. Très sympa. Voilà. C'est bizarre, toi il t'offre des livres et moi il m'offre des bières. Comme quoi, il nous connaît si bien ton frère. Au bout d'un moment, il sait ce qui fait plaisir. Et j'ai un pêle-mêle moi. T'as aussi un pêle-mêle? Non. Oh, il y en a un qui va être content. Alors, ça c'est un gros pêle-mêle que j'ai lu, mais tu sais quoi? J'en parlerai lors d'un prochain bilan lecture. Pourquoi tu m'as arrêté? Je sais pas. Je voulais le montrer parce que je trouve que la jaquette est jolie. En tout cas, tu m'as dit que t'aimais bien. Un très beau pavé Middle West, là, chez Urban. Très beau comics. Et ouais, j'ai adoré. On en reparlera. Donc j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre donc en commentaire quel animé on devrait regarder très prochainement. Merci à tous les abonnements, ça nous fait super plaisir. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ça nous soutient beaucoup. Allez-y, hein. Ça continue parce qu'on a une petite période down, mais là, allez, ça décolle. Donc on va appuyer, on va continuer sur cette lancée. Voilà, ça fait très plaisir. Et puis je vous mets ma mangatech idéale en 20 livres, comme ça vous en saurez un petit peu plus. Pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça tout à l'heure? Parce que t'avais dit dans ta mangatech idéale que tu voulais lire un peu de manga français. C'est ça, heureusement tu suis toi. Allez regarder la vidéo. Je suis acteur de ma propre vidéo, c'est ça, c'est beau. À tout de suite.